Donc Maria Corina Machado, qui vient tout juste de remporter ce prix Nobel de la paix, vous savez, elle demande littéralement, elle fait pression pour que l'armée américaine envahisse son pays. Ça ressemble à une blague. Mais la British Broadcasting Corporation l'a interviewée juste après qu'elle ait remporté le prix Nobel de la paix. Dans l'interview, elle a demandé à l'armée américaine d'envahir le Venezuela, appelant à la guerre, ce qui pourrait déclencher une guerre civile. Si l'armée américaine intervient militairement, s'il y a des bombardements sur Caracas, s'ils tentent de tuer Maduro, comme ils le disent, Trump a confirmé qu'il a autorisé la CIA à mener des opérations secrètes. Tuer Maduro pourrait littéralement déclencher une guerre civile. C'est très dangereux. Ce qui se passe au Venezuela, et nous devrions suivre de très près ce qui s'y passe. Voici Ben Norton, journaliste, analyste géopolitique et youtubeur reconnu, avec une vaste expérience de vie et de travail en Amérique latine et en Chine. Dans l'entretien d'aujourd'hui, je m'assois avec Ben pour parler de l'escalade potentielle et de la guerre entre les États-Unis et le Venezuela. Il a une vision remarquable sur l'Amérique latine. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons explorer tous les scénarios possibles d'une guerre totale entre ces deux nations. Nous aborderons aussi la capacité de l'Amérique latine unie à s'opposer aux États-Unis et son rôle dans la nouvelle guerre froide. Pour comprendre le recentrage militaire américain vers l'Amérique latine, regardez cette vidéo. J'ai l'honneur d'accueillir Ben Norton, journaliste, analyste et économiste politique, dans le studio. Vous l'avez sans doute vu sur sa chaîne YouTube Geopolitical Economy Report. Merci Ben d'avoir rejoint notre émission. Merci de m'accueillir. Je vous suis depuis longtemps, c'est ma première participation en tant qu'invité. Absolument. Eh bien Ben, je suis un grand fan de ta chaîne YouTube. Je sais que nous avons beaucoup de fans en commun entre nos différentes chaînes. C'est vraiment excitant de pouvoir enfin discuter avec toi, car nous aurons beaucoup de sujets à aborder. Je sais que tu es à Pékin. Tu fais des vidéos incroyables sur la Chine, et même sur d'autres sujets. Tu parles d'Israël, tu parles de l'Amérique latine, où tu as eu énormément d'expérience. Je veux commencer par ça, car on a observé des développements intéressants, notamment entre les États-Unis. Nous sommes maintenant face à une situation avec le Venezuela. Donne-moi un aperçu général de ce qui se passe entre les États-Unis et l'Amérique latine. Peux-tu aussi évoquer ce prix Nobel de la paix et ton avis sur l'avenir, notamment entre les États-Unis et le Venezuela? Merci de m'avoir invité, Cyrus Janssen. J'aime tes vidéos. Ce sujet est un bon point de départ, car il concerne la Chine. Tu sais, il est clair que les États-Unis mènent une nouvelle guerre froide. Tu peux l'appeler la guerre froide 2, la seconde guerre froide. La Chine, c'est la principale cible. La Russie l'est aussi. Et on le voit avec la guerre par procuration en Ukraine, qui n'est pas simplement une guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est une guerre entre l'OTAN et la Russie. Les États-Unis dirigeant l'OTAN. Dans cette nouvelle guerre froide, la Russie est visée. Mais la Chine reste la cible principale. Et c'est parce que, comme Marco Rubio l'a dit lors de son audition de confirmation au Sénat, quand il a été nommé par le Sénat, qu'il a été proposé, Trump l'a proposé, et le Sénat l'a nommé secrétaire d'État. Et lors de cette audition de nomination, d'audition de confirmation, Marco Rubio a dit que la Chine est la plus grande menace à laquelle les États-Unis aient jamais été confrontés. Une menace encore plus grande que celle posée par l'Union soviétique, soi-disant. Il a affirmé que la Chine représente une soi-disant menace, non seulement militaire, mais aussi économique, technologique et sécuritaire. Toi et moi, nous remettrions en cause l'idée que la Chine soit une menace. La Chine n'a pas fait la guerre depuis 1979, tandis que les États-Unis ont été en guerre sans arrêt, chaque année, toute notre vie. La Chine n'a aucun intérêt dans la guerre, mais les États-Unis la voient comme une menace pour leur domination mondiale. Les États-Unis recherchent l'hégémonie, et la Chine est le seul pays suffisamment puissant pour défier l'hégémonie américaine, non seulement politiquement, non seulement économiquement, mais surtout technologiquement. Vous savez, si vous regardez autour du monde, si vous voyagez, pratiquement tous les pays de la planète utilisent la technologie américaine. Depuis la Silicon Valley, ces grandes entreprises technologiques, les corporations, 7 magnifiques, dominent le S&P 500 et le NASDAQ. La Chine est le seul pays avec de vraies alternatives technologiques aux monopoles américains. Nous vivons une nouvelle guerre froide, où l'Amérique latine joue un rôle clé. Parce qu'en fait, la stratégie des États-Unis, c'est que les États-Unis reconnaissent désormais cela. Vous savez, par exemple, les États-Unis se sont retirés d'Afghanistan. C'était une guerre de 20 ans. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas la gagner. Les États-Unis reconnaissent aussi que l'ouest du Pacifique, ce que les États-Unis appellent la région Indo-Pacifique, que les États-Unis essaient toujours de maintenir une forte présence militaire au Japon, en Corée du Sud, aux Philippines,
cela est devenu une zone majeure de conflit. Vous savez, l'Afrique n'est pas aussi prioritaire dans cette nouvelle guerre froide. L'Europe. Les États-Unis cherchent clairement à se retirer d'Europe. C'est pourquoi l'administration Trump affirme que la sécurité incombe à l'Europe. La guerre en Ukraine est de votre responsabilité. Donc, les deux principales régions sur lesquelles les États-Unis se concentrent sont le Pacifique, l'ouest du Pacifique, et l'Amérique latine, ou les Amériques en général. Vous savez maintenant, Trump parle, pas vraiment en plaisantant, d'annexer le Canada, de faire du Canada le 51e État, il parle de coloniser le Groenland. L'Amérique latine devient aussi une cible dans cette nouvelle guerre froide. La stratégie de l'Empire américain remonte à Zbigniew Brzezinski, dans les années 1990. La stratégie vise à renforcer l'hégémonie américaine sur les Amériques, puis à projeter sa puissance dans l'ouest du Pacifique pour contenir la Chine. Et bien sûr, les États-Unis ont des ressources limitées. C'est pourquoi certaines régions, comme l'Europe et l'Afrique, sont reléguées au second plan. Maintenant, en ce qui concerne l'Amérique latine, de nombreux pays de la région entretiennent de très bonnes relations avec la Chine. La Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Amérique du Sud. Et si l'on considère toute l'Amérique latine ensemble, en excluant le Mexique, la Chine est le plus grand partenaire commercial. Le Mexique est le voisin des États-Unis. Il existe un accord de libre-échange, anciennement appelé Accord de libre-échange nord-américain, qui a été renommé. Plus de 80% des exportations mexicaines et canadiennes vont vers les États-Unis. Donc ce sont des pays qui sont très profondément intégrés économiquement. Au sud du Mexique, la Chine est le principal partenaire commercial. Regardez un graphique du commerce. Avec le temps, la Chine devient de plus en plus importante économiquement pour l'Amérique latine, et les États-Unis deviennent moins importants. Aujourd'hui, on l'observe en Argentine, qui a un dirigeant très à droite et pro-américain, Javier Milei, qui a fait campagne en affirmant qu'il allait couper toutes les relations avec la Chine. Après son entrée en fonction, il a compris que la Chine était le principal partenaire commercial de l'Argentine, et qu'il était impossible de rompre ces liens. Actuellement, l'administration Trump réalise 2 plans de sauvetage de 20 milliards de dollars, chacun injectant ainsi 40 milliards de dollars en Argentine. L'un se fait par le biais d'un échange de devises entre la Réserve fédérale et la Banque centrale d'Argentine. Et maintenant, Scott Besson, vous savez, qui vient du milieu des fonds spéculatifs. Il cherche des fonds privés pour injecter de la liquidité et fournir les dollars nécessaires en Argentine aux détenteurs d'obligations. Donc, dans le cadre de cela, l'une des conditions est la suivante. Scott Besson a admis dans une interview qu'il fait pression sur l'Argentine pour qu'elle rompe ses liens avec la Chine. Nous l'avons constaté maintes fois dans toute la région. Ce qu'il explique aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles le Venezuela est ciblé, étant l'un des principaux alliés de la Chine dans la région. En fait, récemment, le président Xi a eu une rencontre avec le président Maduro, et ils ont élevé leurs relations à un partenariat stratégique global à toute épreuve, au même niveau que le Pakistan. Et nous savons évidemment que le Pakistan et la Chine sont très proches. Le Pakistan est essentiel pour l'initiative La Ceinture et la route et le corridor économique Chine-Pakistan, le corridor économique Chine-Pakistan. Le Venezuela est devenu un autre partenaire très important de la Chine, et surtout à cause des sanctions américaines agressives contre le Venezuela. Le Venezuela n'a pas pu exporter beaucoup de son pétrole vers de nombreux pays, donc la Chine importe la majorité du pétrole vénézuélien. Donc il ne s'agit pas seulement du Venezuela, ni seulement de son pétrole. Cette stratégie géopolitique vise à isoler l'Amérique latine de la Chine et de la Russie. La Russie a peu de liens économiques avec l'Amérique latine, mais des liens politiques, surtout avec le Venezuela, proche aussi de la Chine et de l'Iran. Donc, vous savez, tous les grands épouvantails des États-Unis que les États-Unis essaient d'isoler, eh bien le Venezuela est en quelque sorte la tempête parfaite. Le Venezuela détient les plus grandes réserves mondiales de pétrole, ce qui soulève la question du pétrole. Aujourd'hui, la plupart de ce pétrole est du brut très lourd, nécessitant plus de traitement que le brut léger et doux. C'est ce pétrole que recherchent surtout les gens, notamment en Arabie Saoudite et dans le Golfe. Le Venezuela a beaucoup de potentiel. Cette prétendue lauréate du Nobel de la paix, Maria Corina Machado, financée depuis longtemps par le gouvernement américain. Depuis 2003, ces organisations sont financées par le National Endowment for Democracy, une couverture de la CIA. Le cofondateur du National Endowment for Democracy, Alan Weinstein, a admis dans le Washington Post qu'il était financé. Il a été créé durant l'administration Reagan pour effectuer ouvertement ce que la CIA faisait secrètement. Nous savons que le National Endowment for Democracy a financé des groupes d'opposition, menant des coups d'État et des opérations de changement de régime en Chine, Russie, Iran, Venezuela, Cuba et d'autres pays.
visés par les États-Unis, n'est-ce pas? On a vu les fameuses révolutions de couleur en Ukraine en 2004 et 2014 et au Venezuela en 2002, 2014, 2017, 2019. Encore une fois, cela arrive. Maria Conina Machado. Elle a admis dans une interview en février avec Donald Trump Jr. qu'elle veut prendre le pouvoir, renverser Maduro et privatiser tout le pétrole du Venezuela pour le vendre à des entreprises américaines. Avant, des entreprises américaines, comme ExxonMobil, ainsi que Shell, dominaient le pétrole vénézuélien. Shell n'est pas américaine, mais ce sont toutes des compagnies pétrolières occidentales. En 1998, le peuple vénézuélien a élu Hugo Chavez, leader nationaliste de gauche, qui a lancé la révolution bolivarienne. Certains s'interrogent, quel lien avec la Bolivie? Eh bien, c'est une référence à Simón Bolívar, qui était le général révolutionnaire du XIXe siècle, qui a créé une armée, vaincu l'Empire espagnol et libéré plusieurs pays actuels, dont le Venezuela, la Colombie, la Bolivie. La Bolivie porte d'ailleurs le nom de Simón Bolívar. Ces territoires faisaient partie de l'Empire espagnol, n'est-ce pas? Et ces pays modernes existent grâce à la guerre révolutionnaire de Bolívar contre l'Empire espagnol. Donc, essentiellement, Chavez a été influencé par cet héritage de Bolívar, et il a proclamé la révolution bolivarienne. Il a déclaré qu'un référendum constitutionnel avait été soumis au vote du peuple vénézuélien. 3/5 ont voté pour créer une nouvelle constitution, une constitution très progressiste. Le pays a aussi été renommé République bolivarienne du Venezuela. Où que vous alliez, j'ai moi-même souvent visité le Venezuela. Il y a partout des panneaux et fresques de Simón Bolívar. Je veux dire, c'est comme ça, c'est le héros de l'Amérique du Sud. Hugo Chavez a nationalisé le pétrole et expulsé les compagnies pétrolières américaines. Depuis ce moment-là, les États-Unis sont désespérés de revenir au Venezuela. En avril 2002, l'administration George W. Bush a soutenu une tentative de coup d'État violente. Chavez a été brièvement renversé, mais il était tellement populaire que le peuple vénézuélien a envahi les rues et a exigé son retour. Maintenant, il y a eu quelques événements qui ont également été très avantageux pour le Venezuela. Le Venezuela a été l'un des premiers pays d'Amérique latine à vraiment se rapprocher de la Chine. Parce que vous savez, pendant la première guerre froide, la Chine n'avait pratiquement pas de relations officielles avec aucun pays d'Amérique latine. Cuba, Nicaragua, brièvement. Quelques gouvernements de gauche, mais la plupart des gouvernements d'Amérique latine pendant la première guerre froide étaient des dictatures de droite soutenues par les États-Unis. Vous savez, le Chili avait la dictature de Pinochet, il y avait Videla, le dictateur de droite en Argentine, ils étaient tous pareils, vous savez. Cela était connu sous le nom de Plan Condor, ou Opération Condor. Les États-Unis tentaient déjà d'imposer leur hégémonie sur la région, comme ils le font aujourd'hui dans la nouvelle guerre froide. Après la première guerre froide, la Chine a noué des relations avec certains pays et le commerce a augmenté. La Chine n'était alors qu'une petite économie et pas encore un grand exportateur. La Chine s'est rapidement développée, rendant ses relations avec l'Amérique latine plus importantes. Donc, même ainsi, par exemple, si vous regardez tous les pays du monde, il n'y a que 12 pays qui refusent d'établir des relations formelles avec la République populaire. Seuls 12 pays reconnaissent Taïwan comme pays, bien que selon le droit international, ce ne soit pas le cas. L'Organisation des Nations Unies et le droit international considèrent Taïwan comme faisant partie de la Chine. Il n'existe qu'une Chine, incluant Hong Kong, Taïwan et Macao. 12 pays refusent de le reconnaître, dont la moitié en Amérique latine. Le pays le plus peuplé parmi eux est en fait le Guatemala. Cela reste un très petit pays. Mais la plupart de ces pays liés à Taïwan sont très petits. Haïti, Guatemala, ainsi que Belize et Paraguay. Donc ce sont de petits pays. Et jusqu'à récemment, par exemple, le Honduras vient tout juste d'établir officiellement des relations avec la Chine. Il y a 2 ans. Pour certains pays, surtout en Amérique centrale, ce sont de petits pays soumis à une forte pression des États-Unis. Les politiciens sont soudoyés, de nombreux rapports l'attestent. Un président reçoit des millions, ce qui est énorme en Amérique centrale. Oui, je ne reconnaîtrai pas la Chine, ça m'enrichit. Taïwan aurait, selon de nombreux rapports, soudoyé des politiciens et chefs d'entreprise pour maintenir les relations. Les relations entre l'Amérique latine et la Chine sont récentes et se renforcent progressivement. Hugo Chavez au Venezuela a été l'un des premiers dirigeants à adopter la Chine, notamment durant le boom des matières premières. Dans les années 2000, la Chine affichait plus de 10% de croissance annuelle du produit intérieur brut et s'industrialisait rapidement.
Elle construisait de nombreuses infrastructures, routes et logements, nécessitant beaucoup de matières premières. Et l'Amérique latine est devenue un partenaire commercial majeur. Le Brésil compte parmi les plus grands producteurs de minerais de fer, tandis que le Venezuela produit beaucoup de pétrole. Il existe plusieurs grands producteurs de pétrole en Amérique latine et dans les Caraïbes, notamment le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Brésil, Trinité et Tobago. Désormais, nous constatons de plus en plus que les Caraïbes sont devenues plus importantes. Et donc, ce que nous avons constaté, c'est qu'essentiellement, pendant le boom des matières premières, l'Amérique latine connaissait une forte croissance, tout comme la Chine. Ensuite, plusieurs événements ont eu lieu. Crack des matières premières, notamment en 2014 et 2016 chute des prix du pétrole, qui ne se sont jamais vraiment rétablis. Puis en 2015, les États-Unis ont vraiment commencé à mettre la pression sur le Venezuela et à imposer de lourdes sanctions au Venezuela. En réalité, cela a débuté sous Obama, ce n'est pas Trump, c'était bipartisan. En 2015, Obama a émis un ordre exécutif qualifiant le Venezuela de menace pour la sécurité nationale des États-Unis, ce qui est insensé. Obama a agi ainsi à cause de l'ordre exécutif, comme Trump le fait aujourd'hui. C'est bipartisan. Il a pu contourner le Congrès et imposer des sanctions au Venezuela, qui ont débuté en 2015. En 2017, lorsque Trump a remporté de nombreuses voix à Miami, en Floride. Et Marco Rubio, son secrétaire d'État, a vraiment durci la pression sur le Venezuela, resserrant le nœud coulant. Un responsable de l'administration Trump l'a d'ailleurs déclaré célèbrement. Il s'est vanté que les sanctions contre le Venezuela étaient comme la prise mortelle de Dark Vador. Et ils ont vraiment essayé d'étouffer économiquement le Venezuela. Cela a conduit à une terrible crise économique. Je veux dire, j'étais au Venezuela, j'ai vu l'hyperinflation. Ça fait paraître, vous savez, l'inflation en Turquie insignifiante. C'est à cause des sanctions américaines contre le Venezuela. Ce pays a été un État pétrolier pendant 100 ans, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar ou les Émirats Arabes Unis. Ce sont des pays sans vraies industries qui exportent surtout des matières premières, dont dépend toute l'économie. Vous souffrez de la maladie hollandaise, aussi appelée malédiction des ressources. Leurs monnaies ont tendance à s'apprécier de façon significative parce qu'ils reçoivent toutes ces devises fortes qui affluent, grâce à leur excédent du compte courant. Cela complique le maintien d'une industrie compétitive, car vos autres exportations deviennent très compétitives. Vous importez de la nourriture, car tout est bon marché avec votre monnaie surévaluée. Le Venezuela, État pétrolier, a toujours fonctionné ainsi. Et auparavant, il y avait des élites au Venezuela qui bénéficiaient du pétrole, mais la grande majorité de la population n'en profitait pas. Chavez a nationalisé le pétrole et utilisé ses fonds pour construire des logements pour les pauvres, financer l'éducation, la santé et des programmes sociaux importants. Mais tout dépendait toujours de cet afflux constant de revenus pétroliers. Donc, le Venezuela a été frappé par ces deux énormes, vous savez, énormes rochers, ces sortes de coups de massue avec l'effondrement des prix du pétrole. Et puis les sanctions américaines. Puis les sanctions se sont intensifiées, jusqu'en 2019. Donald Trump a imposé un embargo économique total sur le Venezuela, comme l'embargo contre Cuba. Et puis, un gros problème au Venezuela que j'ai vu de mes propres yeux, c'est que... Parce que non seulement le Venezuela est un État pétrolier, mais aussi toute son infrastructure. Sa technologie a été créée par des entreprises américaines, majoritairement avec des technologies américaines. Donc par exemple, Chavez a bien nationalisé l'industrie pétrolière. Mais toute la technologie réelle utilisée pour extraire le pétrole du sol et ensuite le raffiner provenait d'entreprises américaines qui construisaient cette technologie, avec quelques entreprises européennes. Mais le Venezuela n'avait en fait pas d'entreprise fabriquant le matériel de forage et tout l'investissement massif en capital nécessaire. Ils ont nationalisé la société qui effectuait le forage et le raffinage. Ils avaient un raffineur basé aux États-Unis, au Texas, qui s'appelait Citgo. Et même dans le sud des États-Unis, il y avait autrefois des stations-service Citgo. C'était une entreprise de l'État vénézuélien. Mais lorsque les États-Unis ont commencé à imposer des sanctions au Venezuela, le Venezuela n'a plus pu réparer et moderniser ses équipements. Toutes ces dépenses d'investissement et le matériel industriel exigent d'investir sans cesse avec le temps. Eh bien, ça commence à tomber en panne, et ils n'ont aucune des pièces ou des équipements nécessaires, parce que tout avait été importé des États-Unis. Le Venezuela possède aussi un pétrole brut très lourd, comme je l'ai dit. Il devait importer du pétrole léger, et d'autres produits chimiques nécessaires au mélange et au raffinage du pétrole.
Je rappelle souvent que beaucoup disent que le Venezuela et le socialisme ont échoué sans tenir compte des sanctions. Moi je dis non. Regardez ce qui s'est passé en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a essayé pendant des décennies de moderniser son économie, de se diversifier en dehors du pétrole avec très peu de succès. Les Émirats Arabes Unis, c'est la même chose. Je veux dire, imaginez si soudainement les États-Unis imposaient de lourdes sanctions contre eux, les empêchaient d'accéder au système financier, volaient leurs réserves de change. En 2022, les États-Unis et l'Europe ont saisi 300 milliards de dollars d'actifs russes de la Banque centrale. C'est un acte incroyable de piraterie internationale, et cela a aussi alimenté la dédollarisation dans ce marché haussier massif. En or, je veux dire, maintenant l'or est à 4200 $, et il augmente chaque jour. Cela s'explique principalement par la saisie de bons du Trésor et d'obligations souveraines libellées en euros appartenant à la Russie. Ces banques centrales diversifient déjà, comme cela s'est produit au Venezuela en 2019. Il y a encore pour plus de 3 milliards de dollars d'or vénézuélien détenus par la Banque d'Angleterre. Ils refusent de le rendre. Imaginez si toutes les réserves de l'Arabie Saoudite étaient insaisies, exclus du système financier international et privés de dollars. Ils auraient presque aussitôt sombré. Je veux dire, c'est vraiment simple à expliquer. C'est un État pétrolier qui a été sous l'emprise de ces sanctions. Ce qui a été intéressant ces dernières années, c'est que leur production de pétrole s'est en fait pas mal rétablie. C'est encore faible, moitié moins qu'à son apogée, mais dépasse désormais 1 million de dollars par jour. Pardon, 1 million de barils par jour, et ça augmente. Et une grande raison à cela, il est intéressant de noter qu'une grande partie des nouvelles technologies utilisées par l'industrie pétrolière vénézuélienne provient non seulement de la Chine et de la Russie, mais aussi d'Iran. L'Iran subit des sanctions américaines depuis la révolution de 1979. Donc l'Iran, en tant que grand exportateur ou producteur de pétrole, a été forcé de créer sa propre technologie. Depuis des décennies, l'Iran envoie de nombreux techniciens et technologies au Venezuela pour moderniser et réparer ses infrastructures pétrolières. Le Venezuela est au cœur de cette nouvelle guerre froide, et pas seulement avec la Chine. Ce pays a un gouvernement de gauche très opposé à l'impérialisme américain, car les États-Unis ont envahi presque tous les pays d'Amérique latine. J'ai passé beaucoup de temps au Nicaragua. Les États-Unis ont littéralement occupé militairement le Nicaragua à partir des années 1910, en commençant en 1912 jusqu'aux années 1930. Pendant 20 ans, c'était une colonie américaine. Porto Rico reste sous domination des États-Unis. Vous savez, les États-Unis ont envahi le Panama en 1989 et la Grenade en 1983. Ils menacent maintenant le Venezuela. Il est donc logique que de nombreux pays de la région voient l'impérialisme américain comme la principale menace pour leur sécurité et stabilité. Cuba est sous sanction depuis plus de 60 ans. Donc, le Venezuela est en quelque sorte le grand prix du point de vue de ces stratèges impérialistes à Washington. Ils le veulent vraiment. Ils veulent le renverser pour sa politique étrangère indépendante, son soutien à la Chine, la Russie, la Palestine et ses réserves de pétrole. Et j'ai mentionné cela. Maria Cornina Machado, elle a admis dans cette interview avec Donald Trump Jr. qu'elle veut tout privatiser et le vendre à des entreprises américaines. Ce qui, vous savez, c'est l'une des raisons pour lesquelles elle a remporté le prix Nobel de la paix. Parce que, vous savez, Obama a remporté le prix Nobel de la paix. Et ensuite, il a bombardé 7 pays. Le Yémen, l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak, la Libye, l'Afghanistan, le Pakistan. Voici un lauréat du prix Nobel de la paix. Henry Kissinger a reçu ce prix après des millions de morts au Vietnam, au Cambodge, au Laos et au Bangladesh. C'est lui qui a été l'un des architectes du célèbre coup d'État de la CIA au Chili en 1973. Le prix Nobel de la paix est très hypocrite. Si vous observez la politique étrangère des États-Unis en Amérique latine, c'est malheureusement une longue histoire d'interventionnisme et d'irrespect de la souveraineté. Oui, je veux dire, Ben, c'est vraiment une réponse phénoménale. Et j'ai absolument, vraiment apprécié cette leçon d'histoire. Et je tiens à vous remercier d'avoir apporté, vous savez, au public ici, ces incroyables éclairages sur la façon dont cette grande histoire géopolitique est à l'œuvre. Je partage votre avis. Ce prix Nobel de la paix paraît avoir une dimension politique. Et je pense que ce qui est intéressant ici, Ben, c'est qu'on regarde en fait beaucoup les États-Unis. Les navires de la marine américaine se rapprochent du Venezuela. Je veux en parler précisément.
Je veux dire, est-ce qu'on regarde potentiellement un point de tension ici où il pourrait réellement y avoir un conflit entre les États-Unis et le Venezuela? Comment percevez-vous la situation? Pensez-vous qu'une nouvelle guerre américaine se profile, potentiellement? Eh bien, Il y a déjà un conflit. Maintenant, la question est de savoir s'il va s'intensifier davantage ou non. Je veux dire, il y a une sorte de guerre de basse intensité. Donald Trump a déclaré être en guerre, précisant qu'il lutte contre les trafiquants de drogue et non contre le Venezuela. Ce qui est hilarant. Parce que si vous connaissez un peu l'Amérique latine, vous savez que le Venezuela ne produit presque pas de drogue. Son voisin, la Colombie, est de loin le premier producteur mondial de cocaïne. Je veux dire, c'est juste une blague, vraiment, c'est tellement drôle. De toute façon, nous savons que la CIA et la Drug Enforcement Administration ont une longue histoire d'implication dans le trafic de drogue en Amérique latine. Ce n'est pas une théorie du complot. Des journalistes grand public et réputés l'ont rapporté. Comme on le sait, Gary Webb était un journaliste américain qui a révélé, dans les années 1980, pendant la guerre des contrats, les guerres sales en Amérique centrale, où la CIA soutenait les escadrons de la mort comme les Contras au Nicaragua, mais aussi d'autres groupes au Honduras, Salvador et Guatemala. Plus tard également. Et il y a eu un génocide contre la communauté autochtone au Guatemala, perpétré par une dictature soutenue par les États-Unis. Pendant ces guerres, la CIA utilisait les profits du trafic de cocaïne pour financer la guerre en Amérique centrale. Que s'est-il passé ensuite avec la cocaïne? Ils ont inondé les quartiers pauvres des États-Unis avec cette cocaïne, principalement à Los Angeles, ce qui a alimenté l'épidémie de crack aux États-Unis, entraînant d'énormes auditions, des auditions au Congrès et un énorme scandale dans les années 1980. Cela a été révélé par le journaliste américain Gary Webb dans son célèbre livre Dark Alliance. Pour toute personne en Amérique latine, entendre les États-Unis parler de ça est une blague. Dans le cas de la Colombie, je veux dire, selon les Nations Unies, la Colombie est responsable de la majorité de la production de cocaïne. Et nous savons qu'il y a plusieurs politiciens en Colombie qui ont été profondément impliqués dans le trafic de cocaïne. Pouvez-vous deviner leur lien avec les États-Unis? Ce sont tous des alliés américains. Donc, l'ancien président de la Colombie, Álvaro Uribe, un oligarque très puissant, le politicien le plus puissant du pays. Il était un proche allié des États-Unis et de George Bush, dirigeant la soi-disant guerre contre la drogue. Je veux dire, ces blagues, n'est-ce pas? Elle-même, c'est la même chose au Mexique. Felipe Calderón, président mexicain, était un proche allié de Bush. Son chef de la sécurité au Mexique était un trafiquant de drogue, ce qui a provoqué un énorme scandale. Il s'appelle Garcia Luna. C'est devenu un grand scandale au Mexique. C'était lui qui menait la guerre contre la drogue. Donc, dans le cas de la Colombie, pour revenir aux voisins du Venezuela, dans le cas de la Colombie, selon les Nations Unies, la grande majorité de la cocaïne y est produite. Et pourtant, une partie passe bien par le Venezuela. Mais si vous voulez vraiment arrêter le trafic de drogue, il faut aller à la source des drogues, pas seulement dans les pays par lesquels elles transitent. Au fait, où vont ces drogues? Ces drogues vont aux États-Unis et en Europe. Il faut s'attaquer au véritable problème de la demande, et pas seulement à celui de l'offre. Tant que la demande de drogue persistera, des personnes continueront à produire et à fournir. D'ailleurs, en ce qui concerne les États-Unis ont évidemment de gros problèmes avec les drogues. Mais ce n'est pas vraiment la cocaïne, c'est le fentanyl, ce sont les opioïdes synthétiques. Et la raison pour laquelle ce problème existe, c'est à cause des compagnies pharmaceutiques, en particulier Purdue Pharma. Nous savons désormais qu'il y a eu de nombreux recours collectifs et poursuites, y compris par des gouvernements d'État et des procureurs généraux, accusant la famille Sackler, propriétaire et dirigeante de Purdue Pharma, d'avoir rémunéré des médecins pour qu'ils prescrivent massivement l'Oxycontin, produit par Purdue Pharma. Qu'est-ce qui a rendu ces personnes dépendantes? Puis, quand elles n'obtiennent plus d'Oxycontin via l'assurance ou sur ordonnance, elles commenceraient à consommer de l'héroïne, car leurs opioïdes synthétiques sont chimiquement proches. D'où venait cette héroïne? Principalement d'Afghanistan et les talibans, malgré les nombreuses critiques valables qu'on peut leur adresser. Je ne suis pas un partisan des talibans. Mais dès qu'ils ont pris le pouvoir après le départ de l'armée américaine, soudainement la production d'héroïne s'est effondrée en Afghanistan. Un nouveau livre passionnant sur ce sujet, Le cartel de Fort Bragg de Seth Harp, vient de paraître. C'est un vétéran de l'armée américaine qui parle de l'implication de l'armée américaine dans le trafic de drogue, y compris l'héroïne en Afghanistan. Bref, pour revenir au Venezuela, c'est une blague totale. Le Venezuela n'a rien à voir avec le trafic de drogue.
C'est le prétexte utilisé pour justifier les attaques contre le Venezuela. J'ai déjà expliqué pourquoi les États-Unis s'en prennent au Venezuela. Mais dans le cas du Venezuela, l'accusation portée est totalement infondée. Ce que l'administration Trump affirme, depuis le début de son premier mandat et avec son premier ministère de la Justice, c'est ceci. Ils ont déclaré avoir porté plainte contre le président du Venezuela devant des tribunaux américains, comme si ceux-ci avaient une juridiction sur le Venezuela. C'est complètement fou. Je ne connais aucun pays au monde qui prétend que ses propres tribunaux locaux ont juridiction sur des dirigeants étrangers dans des pays étrangers. Nous avons observé cela avec les États-Unis et la Chine. Les États-Unis attaquant des entreprises chinoises comme Huawei. Je veux dire, nous avons vu en gros l'enlèvement de la directrice financière de Huawei au Canada, sur la base d'accusations selon lesquelles Huawei violait les sanctions américaines contre l'Iran. Huawei est une entreprise chinoise. Ils n'ont pas à se conformer aux sanctions américaines. Eh bien, dans le cas du Venezuela, la première administration Trump a affirmé que le président du Venezuela, Maduro, est à la tête d'un cartel de la drogue appelé le cartel du soleil, El Cartel de los Soles. Maintenant, cela n'existe pas. De nombreux experts internationaux en matière de drogue, des experts internationaux ont enquêté, ils ont mené des recherches. Il n'existe rien qui s'appelle la Carta de los Soles. Elle a littéralement été créée par les États-Unis afin de construire ce récit juridique selon lequel Maduro n'est pas un président légitime, mais plutôt le chef d'un cartel de drogue. Ils peuvent ainsi justifier une intervention pour le renverser. Comme l'invasion du Panama en 1989, lorsque les États-Unis ont envahi, renversé, puis emprisonné le dirigeant du Panama. Manuel Noriega, ancien agent de la CIA, était aussi impliqué dans le trafic de drogue pour celle-ci. La situation du Venezuela est similaire, mais concerne Maduro, sans preuve de son implication dans le trafic de drogue. Des experts internationaux et l'Organisation des Nations Unies se sont penchés sur la question. C'est une farce utilisée pour justifier une intervention militaire. Tren de Aragua existe vraiment. Tren de Aragua est un cartel de la drogue horrible. Ils ont commis de nombreux crimes au Venezuela et, ironiquement, les autorités vénézuéliennes ont sévi contre ces cartels comme Tren de Aragua. La stratégie consiste à créer ce faux lien. Comme la fausse affirmation selon laquelle Saddam Hussein était lié à Al-Qaïda, alors qu'en réalité, Saddam Hussein avait réprimé Al-Qaïda. Al-Qaïda détestait Saddam Hussein car il était un dirigeant plutôt laïque. Il était sunnite dans un Irak majoritairement chiite, mais c'était un dirigeant assez laïque qui avait réprimé Al-Qaïda. Après le 11 septembre, les États-Unis ont tenté de créer un faux lien et ont mené des sondages dans le pays. La plupart des Américains croyaient à tort que Saddam Hussein était lié à Al-Qaïda. La même chose se passe maintenant au Venezuela. Le gouvernement américain a essayé de lier faussement Maduro à Trend Aragua en créant ce faux cartel de drogue, soi-disant appelé la Carta de los Soles. Et si vous regardez les soi-disant membres, que les États-Unis prétendent être les chefs de ce soi-disant cartel, ce sont tous les dirigeants du gouvernement vénézuélien. C'est Maduro et ses ministres. Je veux dire, c'est une stratégie pour justifier une intervention militaire. Et je suis vraiment préoccupé par cela. Je pense vraiment, je ne crois pas que les États-Unis enverront des troupes, parce que ce serait évidemment très impopulaire auprès de la base Make America Great Again, mais je pense vraiment que tout cela est en train de s'aggraver. Les États-Unis ont déjà tué des dizaines de Vénézuéliens dans les eaux internationales, lors d'attaques directes contre le Venezuela. Et selon le président colombien, Gustavo Petro, qui a condamné ce qui se passe avec véhémence, Petro a affirmé que des ressortissants colombiens ont été tués sur ces bateaux. Trump prétend sans preuve qu'il trafiquait de la drogue, ce qui n'est pas fondé. Ironiquement, beaucoup d'entre eux le sont probablement. Ce sont des immigrés sans papier, tentant d'entrer dans divers pays, tués sans accusation ni procès. Venezuela, des dizaines de Vénézuéliens. Désormais, le gouvernement colombien rapporte aussi des Colombiens tués. Et récemment, il y a eu des rapports concernant des personnes originaires des Caraïbes, des citoyens de pays caribéens comme WHO, qui sont également tués maintenant. Et tout cela ne fait qu'empirer. Et une autre petite remarque, je dois dire que Marco Rubio est derrière tout ça. Vous savez Trump, vous savez. Il n'aime pas Maduro, et il veut obtenir le pétrole, et tout ça. En 2023, lors d'un rassemblement, Trump a déclaré « Nous étions si proches de contrôler le Venezuela ». Ce sont ses mots. Et nous aurions eu ce pétrole. C'est ce qu'il a dit lors d'un rassemblement, vidéo à l'appui. Honnêtement, je doute que Trump soit le principal cerveau derrière tout ça. C'est du 100%. Marco Rubio, pendant toute sa carrière, a été obsédé par le renversement de Cuba,
du gouvernement sandiniste du Nicaragua, et ensuite du Venezuela, qui était la cerise sur le gâteau. Rubio est très proche des forces d'extrême droite qui appellent à une intervention militaire américaine. Donc, Maria Corina Machado, qui vient de remporter ce prix Nobel de la paix, appelle littéralement, elle fait pression pour que l'armée américaine envahisse son pays. Ça paraît être une blague, mais la British Broadcasting Corporation l'a interviewée après son prix Nobel de la paix. Et dans l'interview, elle a appelé l'armée américaine à envahir le Venezuela, appelant à la guerre. Il existe de nombreux groupes différents dans l'opposition au Venezuela, dont des forces de droite plus modérées. Par exemple, Enrique Capriles, ancien candidat à la présidence opposé à Chavez puis Maduro, leader conservateur de droite. Il a critiqué Maria Corina Machado pour être une extrémiste. Il l'a traitée d'extrémiste, affirmant qu'elle voulait une guerre et faire subir à notre pays le sort de la Libye. Lui et beaucoup d'autres ont souligné que cela risquait de provoquer une guerre civile. Si l'armée américaine intervient, s'il y a des bombardements sur Caracas, Trump a confirmé avoir autorisé la CIA à mener des opérations secrètes s'il tentait de tuer Maduro. S'il tue en Maduro, cela pourrait littéralement provoquer une guerre civile, comme en Irak, comme en Libye, vous savez, la Libye. Depuis 2011, l'OTAN bombarde la Libye. Il n'y avait pas de troupes au sol, mais ils ont tué Kadhafi. Ils ont détruit le gouvernement central. 14 ans plus tard, la Libye n'a toujours pas de gouvernement central. La Libye était le pays du Nord et de tout le continent africain, avec le niveau de vie le plus élevé, un grand pays riche en pétrole. C'est un État en échec, la guerre civile continue. Je pense que ce qui se passe au Venezuela est très dangereux et que nous devrions le suivre de près. Oh, absolument, et je pense que, vous savez, cela a été bien documenté. Vous avez traité cette histoire que je trouve profonde car vous connaissez bien l'Amérique latine. C'est vraiment la raison pour laquelle je voulais vous inviter dans l'émission ce soir, vous savez, pour en discuter, parce que ce sont des faits qui, vous savez, ne sont pas rapportés dans les médias traditionnels. Et bien sûr, la grande majorité des citoyens américains ne connaissent vraiment pas grand-chose de cette histoire. Comme vous l'avez souligné avec de nombreux exemples, il suffit de regarder l'histoire des États-Unis. Nous avons une longue histoire d'intervention dans de nombreux pays souverains d'Amérique latine. Des coups d'État, des opérations militaires. Franchement, les actions du gouvernement américain en Amérique latine ces 100 dernières années ont été terribles. Je pense que c'est pourquoi, comme vous l'avez dit, sauf le Mexique, la plupart de ces pays se tournent désormais vers la Chine. Vous observez aussi un grand effort de dédollarisation. S'il y a un événement, c'est la dernière question sur ce sujet, spécifiquement sur l'Amérique latine et le Venezuela. Mais dans le cas où cela s'aggrave, imaginons qu'un Trump élimine un Maduro. Je veux dire, on ne veut pas voir quelqu'un se faire tuer ou ce genre de choses. Je suis contre la guerre et je pense aussi que cela entraînerait une guerre civile, comme tu l'illustres avec la Libye. Excellente étude de cas. 14 ans plus tard, le pays est en plein désastre comme on l'a vu récemment aux États-Unis. Rares sont les cas où l'implication des États-Unis dans un autre pays mène à un résultat positif. On ne voit généralement jamais cela de la part des États-Unis. En fait, cela se termine généralement par plus de chaos et une situation pire que celle du début. Tu vois, cela pourrait pousser l'Amérique latine à s'unir contre les États-Unis. Pourrait-il se rapprocher des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud ou de la Chine? Ainsi, si les États-Unis choisissent d'aggraver la situation jusqu'à un grave conflit... Non. Malheureusement, j'aimerais dire oui, mais ce n'est pas le cas. La réponse reste toutefois plus complexe. Je vais entrer dans les complexités. Premièrement, la région est très divisée politiquement et aussi économiquement. Et deuxièmement, il y a beaucoup de peur, beaucoup de peur. En résumé, c'est similaire à l'Asie de l'Ouest, au Moyen-Orient, où de nombreux pays ont craint de s'opposer aux États-Unis et à Israël. Ils refusent de devenir la prochaine Palestine, le prochain Yémen, Irak ou Syrie. L'Iran, vous savez, est l'un des rares pays. Donc, la peur. Il y a aussi des raisons économiques, ou des raisons économiques. Ils veulent préserver leurs échanges et éviter les sanctions américaines. Dans le cas de l'Amérique latine, je veux dire littéralement tous les pays d'Amérique latine, sauf la Guyane française, qui est un territoire d'outre-mer français, comme une ancienne colonie française en Amérique du Sud, à l'exception de la Guyane française. L'armée américaine est intervenue dans tous les pays de la région, souvent à plusieurs reprises. J'ai mentionné que, de notre vivant, les États-Unis ont envahi certains pays comme la Grenade. Je n'étais pas vivant lors des événements à la Grenade, mais entre la Grenade, le Panama et maintenant ces attaques, ils en parlent toujours. Ils parlent même de frappes de drones au Mexique. Donc,
Il est possible que le Panama aussi soit concerné, comme Trump le dit. Nous reprenons le contrôle du canal de Panama. BlackRock a tenté d'acheter les ports des deux côtés du canal de Panama, alors gérés par une société de Hong Kong. Trump a affirmé à tort que la Chine gère le canal de Panama. C'est faux. Mais BlackRock a annoncé qu'ils allaient acheter ces ports, et en réalité, cet accord n'a pas vraiment abouti. Mais les États-Unis prennent cela très au sérieux. Cela effraie de nombreux pays de la région. Donc certains pays ont peur d'une intervention militaire, d'autres ont peur des sanctions. Et nous avons vu comment les sanctions dévastent les économies. Bien que la Chine soit leur principal partenaire commercial, beaucoup de ces pays continuent à beaucoup commercer avec les États-Unis. Donc, la Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Amérique du Sud, mais les États-Unis sont le deuxième plus grand partenaire commercial. C'est exact. Ils ne veulent vraiment pas de sanctions. C'est ça, à propos de Cuba, que beaucoup de gens ne comprennent pas. Cuba est une petite nation insulaire, je veux dire, et ils ont leur industrie manufacturière était limitée. Ils comptaient surtout sur l'exportation de matières premières comme le sucre. Les sanctions et le blocus à Cuba ont été dévastateurs, car les États-Unis étaient historiquement leur principal partenaire commercial. Comment sont-ils censés commercer avec d'autres pays, surtout avec les sanctions secondaires? Quelle entreprise va prendre le risque de commercer avec, vous savez, d'exporter à Cuba, alors qu'elle risque de faire face à des sanctions secondaires des États-Unis? Ensuite, ils sont exclus du système financier, et ne peuvent pas travailler avec les banques, comme toute personne ayant déjà fait des affaires à l'étranger le sait. Vous devez souvent avoir une banque correspondante basée aux États-Unis pour, par exemple, si vous avez une banque, disons en Malaisie, et que vous voulez commercer avec quelqu'un au Brésil. Eh bien, vos banques locales ont presque certainement leur banque correspondante aux États-Unis, c'est presque certain. Cela passera par Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Selon la loi américaine, toute transaction via Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, impliquant une banque correspondante américaine, touche techniquement le territoire américain. Et entre guillemets, selon la loi américaine. Cela signifie que toutes ces banques doivent se conformer aux lois américaines anti-sanctions et anti-blanchiment d'argent. Et les lois de connaissance du client. Donc cela signifie que personne ne va prendre le risque de faire des affaires avec Cuba, même le Venezuela. Je veux dire, le Venezuela a beaucoup de pétrole. Et les gens veulent acheter son pétrole, mais on peut acheter du pétrole auprès de n'importe quel autre pays. Beaucoup de pays et d'entreprises réduisent leurs risques. Ils refusent d'intervenir dans des pays sanctionnés comme le Venezuela, Cuba ou l'Iran, ainsi que dans plusieurs autres de la région. Ils craignent de s'exprimer ou de prendre position, pensant que si rien n'est fait, les États-Unis attaqueront le Venezuela. Mais ils ne veulent pas devenir le prochain Venezuela. C'est le cas en Colombie, mais aussi au Brésil, qui est un peu différent car c'est le plus grand pays d'Amérique latine. Avec plus de 200 millions d'habitants, c'est la première économie d'Amérique latine. Il a un secteur manufacturier avancé et de nombreuses ressources pétrolières et matières premières. Le Brésil est suffisamment grand pour suivre sa propre voie, ce qui en fait l'un des cofondateurs des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Le 2B dans Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud représente le Brésil. Et en fait, le cofondateur des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud était Lula da Silva. C'est le seul dirigeant actuel qui était l'un des cofondateurs d'origine. C'était en 2009, lorsque les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud ont été fondés sous le nom de Brésil, Russie, Inde, Chine. Puis en 2010, l'Afrique du Sud a rejoint et c'est devenu Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Depuis, les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud se sont élargis plusieurs fois et représentent aujourd'hui la majorité de la population mondiale. Et ils sont en train de se rapprocher de la moitié du produit intérieur brut mondial. En mesurant le produit intérieur brut des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, en parité de pouvoir d'achat, on compte désormais 10 membres et 10 partenaires. Les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud s'élargissent chaque année. En Amérique latine, l'intérêt pour rejoindre les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud est fort. Donc, l'Argentine. Le précédent gouvernement de centre-gauche d'Alberto Fernandez avait accepté l'invitation à rejoindre les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. C'était en 2023. Cependant, il a perdu cette élection. Ce dirigeant très à droite, pro-américain, Javier Milei, allié proche de Trump, est arrivé. L'Argentine avait accepté formellement l'invitation à rejoindre les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et elle aurait rejoint le 1er janvier 2024, mais il a retiré l'Argentine avant qu'elle ne rejoigne les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. J'ai mentionné tous ces facteurs de peur et le risque de sanctions. L'autre facteur que j'ai évoqué est tout simplement la division. Donc il y a les divisions politiques, et l'Amérique latine. En Asie et en Europe, ce n'est pas toujours aussi simple. En Europe, certains dirigeants de gauche, comme Jean-Luc Mélenchon en France ou Jérémy Corbyn au Royaume-Uni, critiquent vivement les États-Unis et l'OTAN. Certains dirigeants de droite, comme Viktor Orban, sont plus critiques envers l'OTAN et sympathisent davantage avec la Chine et la Russie. En Asie,
La situation était plus complexe politiquement, alors qu'en Amérique latine, elle est assez simple. Les dirigeants de gauche critiquent les États-Unis et veulent de meilleures relations avec la Chine, la Russie et les Brésils, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Les dirigeants de droite sont presque tous très pro-américains. Ils le sont tous. Ils représentent généralement certains secteurs importateurs ou certains groupes de matières premières qui exportent vers le marché américain. Et en fait, ils font tout leur commerce avec les États-Unis. Ça commence un peu à changer. Comme au Chili par exemple. Vous savez, il y avait un président de droite, Sébastien Piñera, un milliardaire qui faisait beaucoup de commerce avec la Chine. Mais dans l'ensemble, les dirigeants de droite sont très pro-américains. Javier Milei en Colombie, Maria Quini Machado au Venezuela, Jair Bolsonaro au Brésil, tous très pro-américains et anti-Chine. Et en fait, la Chine est devenue un enjeu politique lors des élections en Amérique latine. Un peu comme aux États-Unis, vous savez, de la façon dont les politiciens américains font de la Chine un bouc émissaire pour tout, même si la Chine n'a rien à voir avec ses problèmes. C'est ce qui se passe en Amérique latine. Donc, au Brésil, Jair Bolsonaro a fait de la Chine le bouc émissaire pour tous ses problèmes. J'ai mentionné que Javier Milei, lors de l'élection en Argentine, a dit « Je vais couper les relations avec la Chine communiste ». La Chine communiste est tellement maléfique. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, il est arrivé au pouvoir, et il s'est rendu compte que, vous savez, c'est le plus grand partenaire commercial. Il faut être un peu plus pragmatique. Diplomate. Le fait est que les dirigeants de gauche ont tendance à être très pro. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, très pro-Chine. Et ils veulent rejoindre les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, mais il y a aussi des divisions. Donc, la dernière chose que je dirais ici, c'est que le Venezuela pousse à rejoindre les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, depuis des années, depuis de nombreuses années. Et le Venezuela a officiellement déposé sa candidature pour rejoindre les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Et lors du sommet des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud de 2024 qui s'est tenu à Kazan, en Russie, tous les membres des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, sauf un, ont accepté de permettre au Venezuela de rejoindre les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. C'était en fait le Brésil Qui a boycotté l'entrée du Venezuela. Donc, cela montre qu'il y a aussi ces divisions internes au sein de la gauche latino-américaine, ce qui rend également l'unité plus difficile. Ce qui signifie que lorsque les États-Unis menacent un pays comme le Venezuela, il est moins probable qu'il y ait cette unité pour les défendre. Voilà pourquoi je pense que c'est ce qui s'est aussi passé en Afrique depuis longtemps. De nombreux dirigeants africains affirment l'importance de l'unité et du panafricanisme, mais c'est très difficile. Après toutes ces divisions, que se passe-t-il ? Les puissances étrangères peuvent alors diviser pour mieux régner, et le manque d'unité rend plus difficile la défense de leur souveraineté. Oui, bien, a dit Ben. Eh bien, je tiens à vous remercier énormément pour ces analyses incroyables sur l'Amérique latine. Encore une fois, il faut comprendre l'histoire, le contexte et les nuances. Nous continuerons à suivre cette situation, je suis d'accord avec vous. Je partage aussi ce même sentiment que c'est un point de tension potentiel, et cela ressemble simplement à une escalade. Chaque fois que des navires militaires américains approchent votre pays, j'aime aussi votre remarque sur le prix Nobel de la paix. Je pense qu'il y avait un angle beaucoup plus politique que beaucoup de gens ne le réalisent probablement. Dans le sens où, encore une fois, dès que la dame qui a remporté ce prix commence à faire son discours, vous savez, elle dit « La première chose que je veux faire, c'est… » Nous voulons activement voir les États-Unis déclencher une guerre, vous savez, dans mon pays d'origine. Il faut aussi considérer les implications. Ce serait certainement parce que ce serait dans son intérêt, vous savez, de commencer à vendre ce pétrole aux États-Unis. Et je pense qu'elle pourrait en bénéficier. Vous savez, je sais qu'elle vient d'une famille très riche au Venezuela et qu'elle a certainement, encore une fois, cette incitation financière à aller dans cette direction. À tous, j'espère que vous avez apprécié cette interview avec Ben Norton. Comme vous le savez, la situation en Amérique latine change de jour en jour. Il est donc d'autant plus crucial de rester informé sur ce foyer géopolitique. Car cela pourrait non seulement entraîner l'effondrement du Venezuela, mais aussi plonger les États-Unis dans un nouveau conflit majeur aux conséquences dévastatrices sur l'économie mondiale. Si vous trouvez les analyses de Ben utiles, abonnez-vous. Il reviendra bientôt pour parler de l'avenir de l'Amérique et de la montée de la Chine. Merci pour votre soutien. Hâte de vous retrouver dans le prochain épisode.